Je suis dans un lieu d'éducation quand même. Et je n'ai pas un sentiment très élogieux à porter. Je suis à la retraite depuis le mois de septembre. Le modèle français d'éducation est obsolète, l'avenir est à l'initiative. Donc je peux, oui, non, exactement. Non, bien sûr, je considère en effet que, bon, disons pour dire bref rapidement, toute espèce animale est confrontée à cet éternel problème, comment on va intégrer, sans trop châtrer, l'énergie juvénile. Je dis bien toute espèce animale. Voilà, il faut arriver à canaliser, à arriver sans tout de même que l'énergie qui est là, vitale, vitaliste, soit totalement châtrée. Bien. Et à cet égard, il y a, vous venez de dire les deux mots moi, qui me sont chers, enfin qui sont des mots assez connus d'ailleurs, un de ces modèles, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure en rappelant l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, qui est l'éducation. L'éducation repose sur une idée très simple. Toi, tu ne sais pas, moi, je sais, et je tire. Et en effet, le modèle éducatif, si je le dis avec le mot latin, ou pédagogique, ce qui revient au même si je dis avec le mot grec, mais ça revient pareil. Pédagogie, c'est tirer, c'est conduire, et educare, c'est tirer. Eh bien, repose sur le schéma que je viens de dire. Il n'y a rien, je tire. Et on l'oublie parce que c'est un livre qui parfois est un peu illisible, mais il faut faire l'effort. L'Émile de Rousseau, c'est ça. C'est ce qui va servir d'ailleurs de fondement à toute la philosophie éducative, même si la plupart et les trois quarts de nos enseignants n'ont pas lu l'Émile, mais ils reposent sur cette idée que je viens ici d'indiquer là. Et soyons clairs, c'est ce qui a donné des belles choses. C'est ce qui a constitué, dans le fond, l'éducation en France, et même, élargissons le problème d'ailleurs, ce qui était le propre de l'attitude du politique, du journaliste, hein, c'est-à-dire il savait et il tirait. Le peuple était un peu bête, mais on allait quand même le tirer, on allait lui montrer ce qu'il en était de la vérité et tout à l'avenant. Voilà, alors ça c'est une des formes de la socialisation. Comme toujours, tout passe, tout casse, tout lasse. Et que donc, attendez. Doucement, donc ça a marché, ça a été efficace, ça peut ne plus être efficace, c'est le cas actuellement. Et quand quelque chose n'est plus en congruence avec le temps, cela devient pervers. C'est-à-dire, c'est l'ordre de la perversion. Je ne vais pas dire ce que je pense là maintenant, je vais me taire. À ce moment-là, il y a, je le rappelle, une seconde forme de socialisation qui a existé dans d'autres types de sociétés. Pour tout vous avouer, je considère que c'est ce qui est en train de renaître actuellement dans la postmodernité. Et c'est l'initiation. L'initiation repose sur un autre schéma qui est de dire, là, il y a un trésor, je vais l'accompagner et le faire ressortir. Ce n'est pas un vide que je vais remplir, que je vais tirer, mais il y a là quelque chose que je vais accompagner. Et donc, dans le fond, dans les sociétés dites traditionnelles, c'était ce processus qui se faisait, l'initiation. Je considère d'ailleurs que c'est ce qui est en jeu. J'ai écrit un livre sur les trésors cachés, sur les lettres ouvertes aux francs-maçons qui viennent paraître, où je montre qu'un des éléments importants, sans qu'ils le sachent forcément, dans la maçonnerie, c'est que justement, ils ont gardé cette idée d'initiation. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important pour moi, c'est que, sans que le mot soit dit en tant que tel, on pourra parler de coaching, on pourra parler de tout ce qu'on veut, de partage, d'accompagnement, peu importe dans la matière. Mais voyez, pour moi, dans l'ère du temps, il y a ce passage qui est en train de se faire entre l'institution et l'initiation. Je dis bien, hein, deux formes de socialisation, c'est tout. La première a marché, elle est saturée. Et du coup, il y a réémergence de l'autre. Et grâce au développement technologique, je vous donne un exemple. Concrètement, c'est ça que je vais vous donner un exemple concret. Je mets du concret. Moi, il y a encore 10 ans, quand je faisais mon cours dans mon amphi d'Urcaille, je faisais mon cours, comme je parle maintenant. Et j'ai vu subrepticement que dans ce même amphi d'Urcaille, je voyais en face de moi une centaine d'étudiants qui avaient leur micro-ordinateur ouvert et qui pouvaient en temps réel me dire « Monsieur, vous faites une erreur, ce texte de Hegel, c'est pas 1826, c'est 1823. »
parce que vous pouvez vérifier tout simplement. Alors, c'est un autre rapport, dès lors. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre rapport qui fait qu'on ne peut pas simplement, à partir d'un pouvoir, du pouvoir du savoir imposé, mais rentrer dans un processus d'interaction, c'est ça l'initiation. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a de la réversibilité, il y a Morin dirait de l'action-rétroaction. Et donc, dans le fond, n'ayons pas peur du mot initiation, mais repérons que, vous voyez, ma position elle est empirique, de fait. De fait. Il y a quelque chose qui fait que j'ai un autre rapport à la culture, qui ne sera pas forcément la mienne d'ailleurs. Et je fais un cours, je peux être contredit. On va rentrer dès lors dans une interaction. Je vais vous dire les deux mots qui, moi, me sont venus depuis à l'esprit. Dans le schéma pédagogique habituel, j'ai un savoir, j'ai un pouvoir. Et donc j'impose. Dans le second schéma qui est en jeu, c'est ce que faute de mieux on peut appeler l'initiation, il y a chez jeunes générations une appétence pour l'autorité. Pas le pouvoir, mais l'autorité. J'aime les étymologies. Autoritas, c'est ce qui fait croître. Par exemple, un auteur, c'est ce qui vous fait croître. Et voilà la différence, voyez, c'est-à-dire que j'ai traduit ça en disant non plus la loi du père, verticalité, mais la loi des frères, horizontalité. Et de fait, ça, c'est le grand changement qui est en jeu. Pas simplement dans l'éducation, qui est en jeu, bien évidemment, aussi par rapport aux politiques, par rapport aux journalistes, par rapport aux élites, qui restent sur le schéma éducatif. Hein. Retenez ça. Moi, je sais, toi, tu sais pas. Je te tire. Alors que, encore une fois, je dis bien, j'insiste sur cette formule, de fait, de facto, il y a là une capillarisation de notre rapport au savoir, qui fait qu'il est toujours imparfait, il est toujours en devenir, il est toujours en interaction, et ça nécessite, bien évidemment, et ce n'est pas chose aisée, que l'on se purge de la paranoïa éducative. Paranoïa, ça veut dire ce que ça veut dire en grec. Hein. Paranoïen, c'est celui qui pense par en haut. Et donc, qu'on le veuille ou non, il y a la paranoïa éducative. Je dis bien, hein, je précise mes mots, hein, parce qu'on pense par en haut, on pense à partir d'un point de vue surplombant. Et que donc, du coup, ben voilà, on est en train de faire, moi je souhaite bien du plaisir à mes jeunes collègues, mais on est en train de faire l'apprentissage. Et qui dit apprentissage dit épreuve symbolique, bien évidemment. On est en train de faire l'apprentissage de notre rapport au savoir, qui est beaucoup plus interactif, beaucoup plus vivant en termes de réversibilité, etc. C'est un défi pour le ministre et les ministres de l'Éducation nationale. Je ne suis pas à leur place. Ça va être bien l'aise. J'en suis très heureux. Cette post-modernité, elle est... Alors, mais ils n'apprennent pas le chemin, je crois. Cette post-modernité, alors on parlait, vous disiez tout à l'heure, on est dans l'instant, finalement. Je vis l'instant. Et le bonheur, enfin le bonheur, parce qu'on parlait de bonheur auparavant, dans la modernité où le royaume, je vais aller le royaume de Dieu. Donc, c'est donc cette nouvelle parenthèse, cette nouvelle époque, comment est-ce que vous la voyez se développer? Je ne suis pas prophète. Je me suis contenté depuis de longues années d'essayer de donner quelques caractéristiques essentielles. Caractéristiques, je rappelle ce que cela veut dire. Hein. Le caractère, c'est l'empreinte, qui n'est pas forcément conscient. Donc, quelles sont les caractéristiques essentielles de cette postmodernité naissante? Chacun voit midi à sa porte. Moi, j'en ai vu 3. D'une part, cette figure emblématique de Dionysos. Alors, peu importe, moi j'aime cette culture, j'aime ce mythe, mais disons ces valeurs dionysiaques. C'est-à-dire, encore une fois, quelque chose qui va mettre l'accent sur le corps, sur l'hédonisme sous ses formes multiples et diverses, en rappelant qu'il fut des grands moments culturels où cette accentuation sur le corps a fait culture. Voilà, donc pour moi, la première caractéristique, c'est cette figure dionysiaque qui revient et qui se capillarise dans l'ensemble du corps. Quand vous dites cette grande figure a fait culture,